Bien, écoutez, on va commencer sans attendre. Honneur aux personnes qui sont à l'heure. Bonjour à tous. On est ravis avec Grégory de vous retrouver pour cette quatrième masterclass pour vous, donc, qui vous accompagne sur un chemin pour gagner les marchés publics. Hein, donc ce chemin, on l'a défini en 8 étapes. Là, vous en avez 6 proposées. Alors, la prochaine étape, je vous signale, on vient de décider là de modifier, donc ce ne sera pas le 9 mais le 16 janvier. Hein, on parlera du chiffrage. Et donc au terme de ce chemin, nous espérons que nous vous aurons donné toutes les clés pour gagner plus de marchés publics, ou en tout cas peut-être gagner votre premier marché public. Hein, donc nous sommes, Grégory et moi, l'équipe des associés fondateurs. Bon, moi-même, je suis juriste, je connais un petit peu les entreprises, j'ai une expérience dans un certain nombre d'entreprises, et Grégory, quant à lui, a une connaissance approfondie des marchés publics puisque il a à son actif 4500 appels d'offres chez Veolia. Voilà. Donc aujourd'hui, nous animons ce cabinet Victorious qui accompagne les entreprises dans leur démarche pour gagner les marchés publics. Donc on a plusieurs formes d'accompagnement. La prestation d'accompagnement total, hein, depuis le choix du dossier depuis la validation du choix du dossier jusqu'au dépôt. Puis on a aussi des offres d'abonnement, des offres de formation aussi, que nous pourrons vous développer si ça vous intéresse. Et pour cela, il suffit de prendre rendez-vous avec l'un d'entre nous. Donc voilà, les performances en 2022 ont été particulièrement, nous en sommes particulièrement fiers, avec 65% des marchés remportés, je dirais toutes catégories confondues, puisque nous ne choisissons pas nos clients ni l'activité de nos clients. Hein. Nous répondons à tout type d'activité. Donc nous avons vraiment développé une méthodologie spécifique adaptée au marché public et spécialisée dans les marchés publics. Voilà. Après cette présentation, donc je vous propose de reprendre le fil de notre réflexion pour justement remporter ces marchés. Aujourd'hui, on va parler de la stratégie pour construire sa réponse. Alors, de quoi dispose-t-on ? Vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents, et pour ceux qui ne les ont pas suivis, rassurez-vous, vous allez pouvoir les trouver donc en replay sur notre site. Donc, n'hésitez pas à y aller. En tout cas, on dispose, après avoir recherché notre premier dossier, on dispose d'un appel d'offres qu'on considère comme gagnable. On dispose également d'une compréhension des éléments du dossier. C'est-à-dire que notre dossier de consultation des entreprises, on l'a étudié, on a vérifié que les critères de notation étaient des critères qui nous étaient plutôt favorables, ou en tout cas sur lesquels on avait de fortes chances. On a aussi vérifié qu'il n'y avait pas d'éléments dans le dossier qui étaient susceptibles de nous exclure du marché. Par exemple, certains acheteurs publics vont demander des qualifications qu'on n'aura pas, ou vont demander un niveau de chiffre d'affaires qu'on n'aura pas. Donc tout ça, on l'a bien examiné. Donc notre dossier, il est parfait. Et puis on a aussi su lire les pièces du dossier de consultation des appels d'offres pour avoir une compréhension fine des besoins profonds de l'acheteur, des besoins latents de l'acheteur. On parle de contexte d'achat, quelles sont ses craintes, quelles sont ses attentes profondes, quel est l'objectif final
qu'ils souhaitent véritablement atteindre en mettant ce marché en jeu. Voilà, donc on dispose de tout ça. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est construire une réponse. Construire une réponse avec quand même un petit côté stratégique, c'est-à-dire qu'on va regarder, on va compter nos armes, compter aussi les armes dont disposent nos concurrents, pour pouvoir élaborer une méthode de réponse solide. Surtout, ce qui va compter, c'est se différencier des concurrents. Donc, on va chercher des éléments pour se différencier des concurrents. Et puis enfin, être malicieux. Et c'est ça aussi le secret de la recette, c'est qu'il faut toujours apporter un élément supplémentaire ou tirer parti d'un élément de manière un petit peu malicieuse, tirer parti d'un élément qui n'aura pas forcément été vu par tout le monde. Voilà. Alors, dans un premier temps, pour construire cette réponse, on va d'abord vous encourager à bien connaître vos forces et à connaître aussi vos concurrents quand c'est possible. Alors, Grégory, est-ce que tu peux nous expliquer comment et pourquoi on utilise la matrice SWOT dans les marchés publics? Bien sûr, et avec plaisir. Alors, la matrice SWOT, peut-être ça rappelle quelques souvenirs à certains et certaines d'entre vous. En tout cas, nous, c'est un outil qu'on utilise tous les jours, couramment, et qui nous sert comme ça à pouvoir, avec les clients qu'on accompagne, à faire un premier état des lieux et à initier la stratégie. Alors, on va vous expliquer, et puis peut-être pour certains réexpliquer, mais tout à l'heure, on fera une application pratique, hein, donc écoutez bien l'explication là qui va suivre. Alors, SWOT, c'est un acronyme anglais, donc je vais surtout pas me risquer à vous l'épeler en anglais, mais le S en français, ça veut dire les forces, le W, les faiblesses, le O, les opportunités, et le T, la menace. Alors, vous avez vu que on peut faire un trait qui est horizontal et qui sépare les deux cubes du haut des deux cubes du bas, parce que en haut, on va s'intéresser à ce qui est en interne dans l'entreprise, et en bas, on va regarder ce qui est externe. Alors, le premier carré en haut à gauche, les forces internes. Donc là-dedans, on va rechercher tout ce qui peut vous donner dans l'entreprise un avantage significatif. Et ces avantages-là, ils peuvent être très diverses, il n'y a pas de limite. Il faut pour le coup investiguer un grand nombre de champs. Hein. Et à titre d'exemple, là, on avait mis avec Françoise la valeur ajoutée, les compétences, le savoir-faire, enfin tout ce qui peut vous donner un avantage concurrentiel. Et là, vous verrez que si vous faites cet exercice-là en conscience, avec soin, vous serez étonné de la quantité de force que l'on peut trouver dans chacune des entreprises. Et là-dessus, on peut témoigner tous les jours là-dessus. Une fois que vous avez fait cet exercice-là, les forces en interne, donc là on se fait du bien et en même temps on se rassure, on va commencer à regarder de l'autre côté de la barrière, ce sont vos faiblesses. Il y a fort à parier qu'il y ait quand même quelques faiblesses dans vos entreprises. Donc, les faiblesses, on les caractérise par des points que peuvent utiliser vos concurrents contre vous. Par exemple, à titre d'illustration, là, dans l'exemple, on parle, si jamais vous n'aviez qu'une offre unique, vous aviez des ressources limitées, ou que votre entreprise est récente, vous avez peut-être un chiffre d'affaires encore un peu faible au regard de vos concurrents. Ça, ce sont des faiblesses. Première étape. Et là-dessus, c'est pareil, les faiblesses, il faut pas se faire peur, il faut aller vraiment investiguer, parce que vous verrez que des faiblesses, parfois, on peut en faire des fausses faiblesses et presque des points forts. Allez, on va décrypter ça ensemble. Une fois que cet exercice-là est fait, moi, j'aime bien après passer en externe sur les menaces. Donc, les menaces, c'est tout ce qui peut
peut atteindre votre réputation, comment dire, votre régularité dans l'exercice de vos missions, parce que vous avez eu quelques difficultés qui ont été publiées, qui ont été mises en avant. Et ça, ce sont des choses qui collent un peu sur la jambe comme le sparadrap sur celle du capitaine Haddock. Il est dur de s'en défaire. Et il y a fort à parier que si vos concurrents font le même exercice, que eux aussi, pour le coup, trouvent ça comme des points sur lesquels ils pourraient creuser l'écart, appuyer dessus et creuser l'écart avec vous. Et enfin, celle que je préfère, alors c'est tout à fait personnel, ce sont les opportunités. Donc forcément, on regarde en externe, on va regarder chez le client, chez l'acheteur public et les opportunités qui s'offrent à vous. Et là, ce sont tout ce qui peut vous donner un avantage concurrentiel. Quel que soit le champ pareil que ça recouvre. Ça peut, pour certains marchés, être le cas s'il y a peu de concurrence. Il y a des marchés où les acheteurs publics sont ravis quand il y a 1, 2 ou 3 réponses. Il y en a d'autres où des fois il y a des trentaines de dossiers. Ça peut aussi avoir une mairie, un acheteur public qui a des gros besoins très ponctuels sur un achat un petit peu compliqué ou dans lequel il y a peu de références en France. Enfin voilà. Et là-dessus, c'est pareil, c'est un exercice qu'on pourrait être tenté de faire un peu vite, de survoler. Mais en tout cas, vous verrez que si vous le faites avec soin, en prenant un petit peu de temps, en coupant le téléphone, vous verrez qu'il y a un certain nombre de choses précieuses qui vont jaillir de ce travail-là. Alors nous, quand on intervient dans les entreprises comme les vôtres, notamment dans le cadre de formations qu'on anime avec Françoise pour faire monter en compétence les bureaux d'études, on a développé une approche par le jeu, une approche qui est redoutable et redoutablement efficace, car sans s'en rendre compte, les membres de l'entreprise vont pouvoir redécouvrir tous les points forts, ils vont pouvoir construire cette matrice SWOT, et notamment en commençant par ce qu'on trouve le plus sympa à faire, ce sont les points forts. Et donc, on a construit un jeu qui permet de balayer 8 champs, des 8 champs régaliens de l'entreprise, bien sûr les moyens matériels, les moyens humains, mais la qualité, mais aussi la sécurité, mais l'organisation, la RSE, et le reporting. Et dans chacun des sujets qu'on aborde, on va se poser la question comment valoriser, comment se distinguer, quels sont nos points forts sur chacun des sujets. Et voilà, donc là, on a mis un exemple concret d'une intervention qu'on a faite chez un de nos clients. Et puis, on ne cache pas de secrets techniques, mais vous voyez, donc la diversité des champs qui sont produits comme ça, ils sont tout à fait colossaux. Alors après, ça permet de remplir la matrice, mais aussi de pouvoir, dans la rédaction du mémoire technique, qui sera le sujet d'un futur webinaire, de s'appuyer sur l'ensemble de ces points forts-là qui sont identifiés. Voilà. Alors, nous, donc là, on a fait un travail d'investigation sur l'entreprise, sur ses forces et faiblesses. Malgré tout, si on se tourne vers l'externe, il faut aussi que l'on caractérise ses concurrents. Alors, notre conseil, c'est de cibler 1 à 2 concurrents, pas plus. Il faut choisir les concurrents que vous rencontrez les plus souvent ou qui sont les plus menaçants pour vous. Et cela, il va falloir les caractériser finement, avec soin, en se posant, en évoquant 2 grandes questions. La première, forcément, c'est quelles sont les faiblesses de mon concurrent, parce qu'il y a fort à parier qu'ils en ont également. Et puis, de la même manière, une fois que vous aurez identifié ces faiblesses-là, comment vous
l'entreprise, vous allez pouvoir vous distinguer positivement face à ces faiblesses-là. Donc, quelles sont vos forces que vous allez pouvoir opposer à ces faiblesses-là? Et plus la faiblesse sera grande et plus vos forces seront grandes, plus l'écart sera grand, plus vous aurez de puissance et de chances de convertir l'acheteur public à votre cause. Donc, vous voyez que pour répondre à ça, pour répondre en écho aux faiblesses, il a fallu avant pouvoir investiguer vraiment en détail le champ de votre entreprise. Ok, merci Grégory. Mais dis-moi, il arrive quand même qu'on ne connaisse pas ses principaux concurrents, qu'on ne sache pas quels sont les concurrents qui vont répondre à l'appel d'offres que l'on convoite. Comment on fait dans ce cas-là? Alors, si on ne sait pas si on ne sait pas quels sont vraiment les concurrents qu'on a en face, il y a deux méthodes. En tout cas, il y en a une qui prend, qui est évidente, mais on vous invite à multiplier des réponses au marché public. Et à chaque fois que vous aurez répondu, alors bien sûr, on vous souhaite de gagner, mais si jamais vous deviez échouer à l'appel d'offres, vous avez la capacité à interroger l'acheteur public pour disposer du rapport d'analyse des offres détaillé. Et là-dessus, vous aurez accès au nom des concurrents, au montant des marchés, au montant du marché de celui qui a gagné, et vous aurez les raisons pour lesquelles il a été préféré à votre entreprise. Donc, ça veut dire que avec ces informations-là, vous connaissez le concurrent, ses avantages et aussi vos faiblesses aux yeux de l'acheteur public. Et quand vous multipliez ça plusieurs fois, vous commencez à caractériser finement votre écosystème concurrentiel. Très bien. Merci beaucoup. Alors, maintenant qu'on a fait une bonne analyse là, de des forces en présence, c'est-à-dire nous, la force principale, et puis nos concurrents éventuellement. Donc, on va pouvoir, avec toujours le besoin de l'acheteur en ligne de mire, eh bien, on va pouvoir commencer sa stratégie. Et est-il besoin de le rappeler, pour remporter un appel d'offres, bien, il n'y a qu'un seul gagnant, il n'y a qu'une seule entreprise qui va remporter le dossier. Alors, bon, de temps en temps, il peut y avoir des cas particuliers, mais ce n'est pas l'objet d'en parler aujourd'hui. En tout cas, dans une course, il n'y a qu'un premier. Et vous avez l'obligation d'être premier dans les marchés publics. Donc, il faut être combatif et donc avoir un état d'esprit guerrier. Ça demande beaucoup d'agressivité, je dirais positive. Je ne sais pas si c'est très compatible, mais enfin pour m'expliquer, ça demande de la curiosité, ça demande aussi de l'imagination et puis une volonté farouche de remporter le morceau. Et donc, pour préparer sa réponse, on vous propose donc d'aborder effectivement trois principaux sujets. Tout d'abord, la stratégie tarifaire, parce que ça n'est pas vrai. Pour gagner des appels d'offres, il ne faut pas vendre à perte, casser ses budgets, etc. Ça n'est pas vrai. C'est vrai que les marges peuvent être assez restreintes, mais il y a des marges possibles. En tout cas, l'objectif, c'est vraiment d'arriver dans les 10% les mieux disants. On n'est pas obligé forcément d'arriver les mieux disants, ça dépend des critères de notation. En tout cas, est-ce que vous allez faire, vous allez avoir pour ce dossier-là une posture agressive ou une posture modérée? Ça va aussi dépendre de l'impact, de l'importance de ce marché public dans votre stratégie commerciale à vous. Est-ce que vous en avez énormément besoin? Est-ce que, au contraire, vous avez juste besoin d'assurer
un flux constant. Enfin bon, voilà, à vous de voir quelle doit être votre volonté sur ce point. Vous allez aussi, bien sûr, et ça je sais que ça ne vous échappera pas, vous allez préparer la réponse technique. Mais avant de répondre techniquement, interrogez-vous sur les nouveautés, sur les innovations, sur les matériaux, sur les idées, sur les concepts nouveaux que vous pouvez apporter en plus du service demandé. En tout cas, valorisez-les. Chaque option, chaque décision que vous allez prendre pour répondre à l'appel d'offres, vous allez les valoriser dans votre mémoire technique. On verra comment rédiger plus tard. Et puis, essayez toujours de trouver une cerise sur le gâteau, un engagement supplémentaire, un service supplémentaire qui n'est pas forcément coûteux, mais qui va en tout cas mettre l'acheteur public dans de bonnes conditions à votre égard. N'oubliez pas que l'acheteur public, il a à cœur d'avoir un marché et surtout un titulaire de marché qui va réaliser le programme prévu dans les temps, avec les moyens proposés et quelque chose qui se fasse de manière très fluide et très confortable pour nous. Donc, nommez une équipe dédiée à cet appel d'offres, à ce marché, mentionnez-la dans votre mémoire technique de manière à rassurer l'acheteur et à lui expliquer combien votre équipe, l'équipe qui va en tout cas lui être attribuée, sera compétente et stable. Hein, et puis avec toujours un interlocuteur unique et quelqu'un qui est soit le boss, soit qui a une vraie délégation et des vrais pouvoirs du boss. Voilà. Et une fois qu'on a établi ces 3 stratégies, eh bien, on va hiérarchiser nos armes, hein, et puis présenter nos avantages du plus important au moins important. En tout cas, l'idée, c'est d'apporter une offre cohérente et convaincante. Alors, Grégory, concrètement, comment on met en place cette stratégie? Ouais, merci Françoise. Alors, comme à chaque fois dans nos interventions, on essaye d'être concret pour vous puissiez plus facilement vous approprier ce que l'on vient d'expliquer. On va prendre dans quelques instants l'exemple d'une entreprise de travaux publics qu'on a accompagnée récemment. Alors, juste avant, en préalable, pour nous, une stratégie, forcément, elle doit être adaptée à l'appel d'offres. Alors, quand on a dit ça, rappelez-vous que chaque marché est unique. Même si le métier, et même si les produits que vous distribuez sont les mêmes, chaque marché est unique. Parce que le client a des envies différentes, a des peurs différentes, a des besoins différents. Donc ça veut dire que il faut, à chaque marché, il faut vous interroger sur ce contexte-là de l'appel d'offres. Pour ça, je vous fais avec un petit clin d'œil un renvoi au webinaire précédent qu'on a fait sur, je crois que c'était le numéro 3, sur les besoins latents de l'acheteur. Et puis, en même temps, c'est aussi un conseil et qu'on voit souvent dans les gens qu'on accompagne, c'est qu'une fois qu'ils ont mis une stratégie, et si celle-ci s'avère gagnante, ils la reproduisent systématiquement. Et là-dessus, ça c'est un point d'alerte. Ça veut dire que si la stratégie a marché, c'est une bonne chose, ça veut dire que le calcul était bon, la cible était bonne, mais que, rappelez-vous, elle était vraiment limitée à ce marché-là. Donc ça veut dire qu'il faut s'interroger, il faut reprendre ça à froid pour se dire qu'est-ce qui fait vraiment que ma stratégie était adaptée à ce marché public. Et donc, une fois qu'on a fait ça, pour le nouveau marché qu'on a sur le bureau, eh ben on regarde les écarts, les différences avec le marché initial, et là, on rééquilibre, on peut même des fois quasiment bouleverser sa stratégie. Premier point. Le deuxième, c'est forcément la stratégie, elle doit s'adapter au contexte concurrentiel. J'en veux pour preuve que aujourd'hui,
il y a certains marchés de travaux où les acheteurs publics sont ravis d'avoir une ou deux offres. Hein, il y a même parfois 0 offre et des fois une seule offre. Et ça, c'est dans les marchés de travaux. À l'inverse, on voit dans les prestations intellectuelles des marchés où il est courant d'avoir 25, parfois 30 dossiers. Donc là, ça veut dire que le contexte concurrentiel, il est totalement différent. Et puis, c'est forcément souvent lié à la taille du marché. Un marché avec un chiffre d'affaires plus faible va souvent attirer beaucoup plus de gens et des entreprises dont la taille est réduite. Donc, ça veut dire que la matrice SWOT, elle sera un peu plus difficile à faire pour identifier ses concurrents et puis les caractériser. Et il y a fort à parier que les différences avec vous soient un peu moins évidentes à déterminer. À l'inverse, un marché au montant important ou prestigieux risque d'attirer l'intérêt uniquement des très grandes entreprises. Donc, ça veut dire qu'en fonction de ça, de la taille du marché notamment, vous allez pouvoir caractériser le nombre et le type de concurrents que vous avez. Donc, je vous rappelle que plus vous multipliez les réponses, plus vous en apprenez sur cet élément-là. Enfin, comme on vient de le voir dans l'exercice qu'on a fait ensemble, c'est que la stratégie, elle doit être adaptée à vos propres forces. D'où l'intérêt de faire cette analyse SWOT de manière soignée. Alors, pour être concret, on a accompagné une entreprise de travaux publics qui n'avait, pour contextualiser le partage d'expérience, qui n'avait jamais répondu à un seul marché public de leur vie. C'est une entreprise qui devait faire 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, un peu plus de 4 millions, qui a une dizaine d'années d'existence, qui a des salariés en nombre, qui a des matériels pimpants, entretenus, performants. Donc, elle dispose d'atouts sérieux. Et puis, le marché auquel elle comptait répondre, c'était une mairie qui était pas très loin de chez elle, qui était à une vingtaine de kilomètres et qui voulait construire un pump track. Alors, un pump track, ça s'invente pas, c'est une piste de vélo pour les jeunes qui doit faire à peu près 300-400 mètres de long et qui démarre sur un point haut et après qui enchaîne des bosses, des creux, des virages impressionnants. Et ça, les jeunes aujourd'hui dans les communes raffolent de cet exercice-là. Donc voilà le contexte dans lequel nous on intervient. Quand on met en œuvre exactement ce qu'on vient de partager ensemble, on caractérise les forces de l'entreprise. Et là, les forces, c'est de se dire, cette entreprise-là, elle a à l'évidence un savoir-faire solide sur le terrassement, sur l'aménagement, sur la mise en enrobé de terrain. Et là, elle peut justifier d'expériences significatives acquises auprès d'entreprises privées, mais quand même d'expériences significatives pour certaines prestigieuses. C'est une entreprise qui est extrêmement bien gérée et qui a des prix unitaires compétitifs. Donc ça, en gros, ça c'est vraiment les 2 points forts qu'on a pu. Alors il y en a plein d'autres, hein, mais bon, l'exercice là en temps limité, on est obligé de faire avec. Mais en tout cas, c'est vraiment les deux points principaux. La faiblesse, ça vous surprendra pas, mais forcément, c'est qu'elle n'avait aucune référence. La menace, elle est de n'être ni crédible ni rassurante aux yeux de l'acheteur public. Et la grande opportunité, c'est que cette mairie-là a déjà fait dans sa commune des travaux lourds, très très lourds, et qui, sans mettre en péril le budget de la commune, en tout cas, ont fait un grand trou. Et la mairesse de cette commune est connue, et pour coup, il suffit juste d'interroger la presse PQR, enfin la presse régionale et quotidienne, pour y trouver des interviews d'elle, des choses comme ça, où on sent qu'elle est très 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 soucieuse de la bonne administration des deniers publics. Et donc on détecte pour cette mairesse-là un besoin surdimensionné, enfin en tout cas un besoin
beaucoup plus important que l'on ne peut voir auparavant sur le besoin de faire des économies. Donc voilà, je répète, les points forts, un savoir-faire solide, machin, tout ça, des prix compétitifs, pas de référence, ils doivent être crédibles et rassurants, et enfin, une mairie qui a besoin de faire des économies, mais aussi donc d'être rassurée et d'avoir des offres crédibles. Alors avec tout ça, voilà ce qu'on a proposé. Première chose, alors le prix, on ne revient pas dessus parce que c'est effectivement, il faut un bon prix, mais sans pulvériser ses marges, il faut être dans la compétition, et ça, ils savent faire. Pour ce qui est de l'aspect technique, on a proposé à notre client d'inscrire dans le mémoire technique les choses suivantes. Premièrement, que bien que l'on n'ait pas de référence dans la création de ces circuits en pump track, nous allions leur proposer de créer des groupes de travail internes à la mairie dans lesquels on associe les élus. Alors, on fléchait vers les élus qui s'occupent de la voirie, des travaux et de l'urbanisme, et de créer un groupe de jeunes qui sur le mode volontaire, qui sont demandeurs de cet équipement-là dans la commune, pour qu'ils puissent le mettre à leurs mains et qu'ils puissent le dessiner. Et donc, on a proposé de créer et de co-animer ces groupes-là. On a prévu et on a listé dans le mémoire technique la visite d'équipements déjà existants pour qu'ils puissent se familiariser avec les possibilités, et à chaque visite d'en faire un débriefing soigné pour identifier ce qui leur a plu, ce qu'ils trouvaient moins intéressant. Et à la fin, forcément, de faire une synthèse des plus et des moins pour pouvoir proposer une piste réellement sur mesure et qui corresponde parfaitement aux enjeux et aux besoins des jeunes de la commune. Mais c'est pas tout, parce qu'en faisant ça, là, on est crédible. Hein, rappelez-vous, on a encore le besoin d'être rassurant. Et la rassurance, on a été la chercher auprès de 2 acteurs. Donc, dans un temps réduit, on a utilisé Google et notre téléphone, et on a pu trouver, pas très loin, là, sur le territoire, dans un rayon d'un département voisin, d'un jeune vice-champion de France de BMX, donc qui est une discipline assez similaire au pump track. Donc c'est des vélos, des petits vélos là, comme des vélos de cross. Ils vont à des vitesses d'enfer, ils font des sauts prodigieux. Et ce jeune-là, on lui a proposé d'être le coach technique de notre projet, avec son œil de vice-champion de France. Donc ça, c'était un point de crédibilisation. Et on ne s'est pas arrêté là, parce qu'on s'est dit qu'il fallait vraiment en faire beaucoup pour rassurer la collectivité. On a proposé de faire intervenir la Fédération française de cyclisme, de qui on s'est rapproché, pour qu'ils viennent. Ils ont dans leur fédération une branche qui s'occupe spécifiquement des activités là, de sport dynamique, là, comme le pump track et le BMX, et qu'ils puissent nous aider dans la définition et la construction du parcours de vélo pour les jeunes. Donc vous voyez, finalement, avec ça, on a un bon prix, on a une offre qui est dynamique, qui est construite, qui est crédible, et en même temps, on vient derrière mettre 2 gros points de rassurance qui sont la Fédération française de cyclisme, qu'on ne peut pas taxer de gens qui sont tout à fait extérieurs au système et qui sont des professionnels. Et en même temps, on fait venir un jeune avec du talent, avec une expérience significative là-dedans, 2 gros points de rassurance. Eh bien, voilà comment, concrètement, chez Victorious, on applique cette méthode-là pour construire des offres de compétition, et puis des offres qui augmentent significativement les chances de succès. Alors j'ai conscience que là, on a pris le cas d'une entreprise de travaux publics qui est une activité très très ciblée, et que dans les gens qui nous entourent aujourd'hui autour de l'écran, il y a des gens qui distribuent des produits, d'autres qui font du service. Vous verrez, en tout cas, je vous invite à vous approprier cette méthode-là, parce qu'elle fonctionne, elle fonctionne avec l'ensemble des métiers. Et je vous rappelle que Françoise nous l'indiquait en préalable,
on a, c'est 65% de nos clients qui remportent des appels d'offres sont des métiers de service. Voilà, donc ça fonctionne. La méthode, c'est ça qui est génial, c'est qu'une fois qu'on l'a et qu'on la maîtrise, bah, ça fonctionne tout le temps et partout. Voilà. Et donc, enfin, pour finir, un petit graphique qui va résumer notre propos d'aujourd'hui. Alors, on va commencer en bas à gauche avec la demande de l'acheteur. Tout ça, vous le retrouvez dans le cahier des charges. Tout ça, vous le retrouvez dans la presse, sur Internet. Vous êtes capable de caractériser très très finement. Et pareil, on vous renvoie, alors désolé, hein, mais au webinaire précédent qu'on a fait. Et vous verrez, vous aurez plein d'illustrations et d'idées et d'outils et d'aides là-dessus. Deuxième sujet, vous avez vu que votre concurrent, eh bien, même s'il est bon, même s'il gagne des appels d'offres, eh bien, forcément, il a des faiblesses. Donc, de pouvoir bien les cerner, bien les définir, c'est important. Et enfin, l'exercice qu'on vient de faire ensemble, là, de pouvoir mettre sur le papier, sous vos yeux, l'ensemble des forces de votre entreprise. Et à la conjoncture de l'ensemble de ces trois grands sujets, eh ben, vous avez la clé pour avoir une offre parfaitement adaptée. Je voulais juste insister sur un petit point, Françoise, juste en préalable, en conclusion. La force de l'entreprise, vous l'avez, rappelez-vous, en faisant le SWOT, la demande de l'acheteur en allant vous inscrire sur des plateformes pour télécharger des cahiers des charges, et les concurrents en multipliant les réponses aux appels d'offres et l'accès aux rapports d'analyse détaillés. Et même si jamais vous le demandez à votre acheteur public et qui tarde un peu à vous les faire parvenir, n'hésitez pas à le relancer, car il est tenu de vous les envoyer. Voilà. Grégory, pour cette illustration qui est tout à fait parlante, ou en tout cas qui est tout à fait significative de ce qu'on vit au quotidien avec nos clients. Mon appel a été coupé. Vous m'entendez? Oui, oui. Ah bon. Bon, excusez-moi, j'ai un petit ah voilà. Je ne retrouvais pas la page. Donc, bah, écoutez, maintenant, je pense que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On est là pour y répondre. Je ne sais pas si vous avez besoin qu'on revienne sur certains points. Alors, il y a une première question qui est où peut-on et comment peut-on demander ce rapport d'analyse des offres? Eh bien, alors, comment peut-on? Il faut faire un courrier. Vous le destinez à Monsieur le Président ou Madame la Présidente de la structure qui dirigeait les achats. Et le plus simple, donc en tout cas, interrogez-nous en message privé ou laissez-nous un petit mot sur notre boîte mail et on vous enverra un exemple de courrier que l'on utilise régulièrement pour faire valoir justement nos droits à l'accès à ces informations-là. En tout cas, nous, on a une forme qu'on utilise, mais la forme, elle est libre. Vous pouvez, à votre manière, avec vos mots, demander, interroger l'acheteur public pour qu'il vous transmette ça. Et si jamais il devait ne pas le faire, vous pouvez également saisir la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, qui se fera, je ne sais pas si c'est un plaisir, mais en tout cas qui se fera une obligation, un devoir, voilà, de rappeler à l'acheteur public qu'il est en nécessité de vous transmettre ces informations-là. Voilà, ça c'était pour cette première question. Je vois, alors après... Alors, Cyril, oui, on met nos vidéos, enfin les masterclass donc, sont enregistrées et nous mettons les vidéos à la disposition en accès libre sur notre site internet. Donc, d'ici une dizaine de jours, vous aurez
effectivement le support en accès. Alors, une offre de marché public peut-elle être possible pour une personne en SASU? Je ne vois pas ce qui pourrait s'y opposer. Alors, si vous êtes tout seul, parce que SASU, c'est Société Anonyme Associée Unique, si vous êtes tout seul, vous avez peut-être des équipes. Si vous n'avez pas d'équipe, vous avez peut-être des confrères ou des consoeurs avec lesquels vous allez pouvoir co-construire une offre. Donc ça, c'est effectivement la co-traitance ou la sous-traitance. On reviendra sûrement sur ce sujet prochainement en masterclass. Voilà, les deux concurrents. Vous avez parlé de 2 méthodes pour les connaître. Donc oui, donc peut-être Élise, la question que vous posez, alors j'en suis pas sûr, c'est peut-être une interprétation, hein, c'est qu'on parle de 2 méthodes pour connaître les concurrents. Donc forcément, la première, c'est celle qu'on vient d'évoquer, c'est les rapports d'analyse, mais la deuxième, c'est tout ce qui est presse, site internet, tout ce qui est communication. Alors, vous verrez, hein, pareil, sur les réseaux sociaux, par exemple. Personnellement, je suis pas un grand fan ni un grand pratiquant de l'exercice, mais avec un peu d'effort, ben on arrive et on voit quels sont les angles sur lesquels communiquent les entreprises. Donc, elles communiquent forcément sur leurs forces. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Après, qu'est-ce que... Alors, Élise, oui, je suis d'accord avec vous. C'était quoi la deuxième? Tu as dit dans ta présentation que pour connaître ses concurrents, quand on ne connaît pas véritablement ses concurrents, il y a 2 méthodes. Tu as parlé de la première, tu n'as pas parlé de la deuxième. Ouais, la deuxième, alors c'est une astuce de vieux pirate, c'est que on peut appeler, en tout cas moi j'appelais le standard de l'acheteur public et, et je disais que je ne pouvais pas répondre à ce marché-là et que j'étais un fournisseur et que je souhaitais, si la personne pouvait m'indiquer l'entreprise vers laquelle je pouvais me diriger pour qu'elle puisse, pour que je puisse lui proposer mes services. Hein. Et en général, quand elle me donnait le nom de 2 ou 3 entreprises, c'était celles qui avaient déjà bien œuvré, qui avaient déjà eu des contacts rapprochés et solides avec l'acheteur public, donc il y avait des chances de succès supérieures. Voilà une deuxième méthode. Alors ça, c'est la méthode de l'expérience. Alors, moi qui ai moins d'expérience dans le domaine, je fais un portrait robot du candidat idéal. Voilà. Et je dis, mais c'est quoi le candidat? Je demande au client, c'est quoi votre candidat idéal? Et donc, il me donne les qualités, les caractéristiques de ce candidat idéal. Et on travaille un peu comme ça. Voilà. Je vois Cyril qui nous demande comment définir les attentes, l'attente du client et les sous-critères de notation. Écoutez Cyril, je suis désolé parce que c'est un sujet qui est vaste et je vais vous renvoyer vers le webinaire précédent qu'on a fait qui s'appelait « Tirer le meilleur parti du dossier d'appel d'offres ». Et après, il y avait un autre webinaire qui était décrypter les besoins profonds de l'acheteur grâce à l'empathie. Et là-dedans, vous allez y trouver à la fois des méthodes et des outils et des cas concrets. Mais on peut pas là, en quelques minutes vous refaire tout l'ensemble. Je suis désolé. Aurélie, le calcul du prix de votre exemple comprend-il un dédommagement de tous les intervenants type jeune champion? Ah oui, bah oui, forcément, parce que, enfin, en tout cas, on vous le conseille parce que dans la mesure où vous faites entrer des acteurs, des prestataires dans votre boucle, il va bien falloir les payer, ces gens-là. Donc, si vous faites un prix, enfin, que vous faites une offre de prix qui ne tient pas compte de ces prestataires, forcément, vous allez être un peu gêné dans la rentabilité de votre dossier. Hein. Donc, bien sûr, on en tient compte.
J'aimerais rajouter, Françoise, et puis Ouais. merci Aurélie pour la question. Tout à l'heure, Françoise, vous montrez en tout cas, vous invitez à prendre des engagements, et des engagements qui apportent une valeur ajoutée importante et, dans la mesure du possible, coûtent le moins cher possible à l'entreprise. C'est exactement l'illustration de ce point-là. Le jeune, pour coup, il apporte une crédibilité importante, hein, et bon, il coûte des sous, mais c'est très très faible au regard des 250 000 € du marché public. Et le ratio entre sa valeur ajoutée et le petit coût, parce que ça va être quelques journées, c'était 4 journées à 750 balles. Bon, voilà, ça fait 3 000 €, hein. Mais 3 000 € sur 250 000, à nos yeux, en tout cas, on l'a défendu, on trouvait que ça valait vraiment le coup de mettre ces sous-là pour aller avoir cette valeur ajoutée de rassurance aux yeux de l'acheteur public. Donc, n'ayez pas peur de prendre des engagements et puis pensez comme ça à ce ratio bénéfice et coût. Alors, on n'a plus de questions. Moi, je voulais juste demander à nos auditeurs, peut-on avoir la possibilité de négocier l'appel d'offres sur certaines clauses, comme par exemple la clause de fin de contrat si catastrophe naturelle? Le problème des appels d'offres, l'avantage et l'inconvénient de l'appel d'offres public, c'est qu'il est écrit et qu'il est à peu près immuable, bon, sauf cas effectivement exceptionnels. Par exemple, le Covid a mis à mal la réalisation d'un certain nombre d'appels d'offres, d'un certain nombre de marchés, pardon. Et effectivement, il a fallu que les parties, hein, l'acheteur d'un côté et le prestataire, l'entreprise de l'autre côté, trouvent des accords pour cela. Mais le principe, c'est que effectivement, le dossier est immuable. Alors, je vois qu'on a... je vois qu'on arrive à la fin des questions. Moi, j'ai une question à poser à nos auditeurs, du moins ceux qui sont encore là. Avez-vous des idées de sujets sur lesquels vous souhaiteriez qu'on intervienne? Et puis, avant cela, quel est, sur une échelle, allez, on va dire de 1 à 4, quel est votre degré de satisfaction de ce webinaire? Voilà. Alors, en même temps, il y a Hélène qui nous interroge en nous demandant si on fait des webinaires qui sont prévus sur la mise à jour des prix des appels d'offres. Alors oui, Hélène, c'est une bonne nouvelle parce que dans le processus qu'on a décomposé là, qui va vous mener jusqu'à vos premiers succès, forcément, on va faire un passage sur les prix, la stratégie de prix et le calcul de prix. Et ça se fera sur le premier trimestre. Vous verrez, il faut suivre la page. Il va falloir suivre la page Victorious et vous serez tenu au courant des prochaines dates. Alors, ceci dit, Hélène, je suppose que vous parlez des marchés en cours. Et les marchés en cours, il y a eu pas mal de choses faites par divers acteurs. Je pense que vous devez pouvoir trouver des éléments sur Internet. Grégory, tu as fait il n'y a pas très longtemps pour Vector Plus, mais c'était davantage sur le prix que, c'était pas sur la variation des prix. Ok, merci Élise. Merci Clarisse. Super, merci Aurélie. Parfait. Bien, écoutez, on va alors un webinaire sur les marchés de fourniture. Passionnant. Alors, passionnant. Passionnant, mais est-ce que vous pourriez en 3 mots donner les difficultés que vous rencontrez? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Parfait, mille merci, à bientôt. Merci, bonne journée à tout le monde.